de cette intervention autour de l'open data et ses usages. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci Esther aussi de nous donner l'opportunité de venir partager partie de notre expérience devant étudiants et anciens étudiants de la White Coat School. Donc moi je suis Jean-Marc Lazare, je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Open Data Soft, que j'ai créée avec 2 autres personnes il y a bientôt 10 ans, donc au début de l'open data en France, même si ça avait commencé un peu avant. Et nous, notre métier, c'est de développer des solutions d'open data. Donc on outil, pour faire simple, avec du logiciel, un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui publient et ouvrent leurs données, que ce soit des administrations pour à peu près la moitié d'entre elles, et puis des entreprises. Mais je reviendrai évidemment dans la présentation sur ces différents cas d'usage. C'est l'objet aujourd'hui. Voilà. Et peut-être pour compléter, on a la chance aujourd'hui d'avoir un regard assez large sur le sujet parce que on a des clients dans une vingtaine de pays, donc avec des problématiques liées à la data qui d'un point de vue technique sont souvent les mêmes, mais d'un point de vue, je dirais, culturel et enjeux à résoudre grâce ou avec l'open data qui sont assez différents. Donc, on pourra peut-être, au gré des questions, parler de ça aussi. Alors justement, concernant les questions, peut-être vous pouvez poser au fur et à mesure vos questions dans le chat, et puis Julien et moi, on s'occupera de relever en temps réel par rapport au sujet sur lequel Jean-Marc intervient, celles qui sont pertinentes à ce moment-là, et puis on traitera les autres à la fin. Voilà. Ok. On y va? On y va. Voilà. Alors, je vais vous partager un support, ce qui va me permettre d'illustrer surtout mes propos et pas. Ça ne pas être. Hop, je me dirais quand vous. Est-ce que ça projette ou pas? Ouais. Ok, super, génial. Bon, alors juste pour vous donner un petit peu le ton de l'intervention et puis de l'échange sur quelle base on pourra avoir l'échange aujourd'hui, sachant que c'est un sujet, comme vous verrez, qui est extrêmement vaste et qui peut emmener dans des discussions très variées, aussi bien techniques que, je dirais, qu'économiques. Donc, moi, ce que j'ai souhaité aujourd'hui, c'est de partager notre expérience, en tout cas de manière assez synthétique, à travers des cas d'usage. C'est toujours plus parlant parce que sinon, dès qu'on parle de data, ça peut vite être très conceptuel et on peut utiliser les mêmes mots pour des réalités très différentes. Donc, je vous propose dans un instant, c'est juste un propos introductif pour vous dire, nous, en tout cas, quelle est notre vision et moi en particulier, quelle vision j'ai de l'open data et comment on essaie de l'appliquer et dans quel contexte surtout ça s'inscrit. Aujourd'hui, alors je vais pas vous faire l'histoire de l'open data, mais c'est en tout cas aujourd'hui et à venir, même si je ferai quelques références aux 10 années passées. Et puis ensuite, je ferai un focus sur 2-3 cas d'usage assez concrets, parce que ce sont des choses en fait très concrètes, comme ce que vous faites vous, en codant et en développant des solutions. Donc, et puis je terminerai par une espèce d'ouverture pour donner, et c'est pas du tout une prévision sûre et certaine, mais en tout cas comment nous on voit les choses évoluer et sur quoi on se projette sur la thématique de l'open data. Alors je l'avais déjà dit, je vais passer ce slide sur nos références puisque j'ai fait l'introduction avant, et je vais basculer. C'est peut-être la seule chose intéressante là-dessus à noter en plus de ce que je vous ai dit, je vous ai parlé des pays, etc., mais c'est aussi la nature des clients et en tout cas des entreprises ou organisations qui sont engagées aujourd'hui dans l'open data et pas dans un mouvement finalement où la notion de ouverture et consommation de données s'estompe. Et donc, vous voyez, voilà, en bas à droite, des gens de secteurs très variés, mais je vous donnerai des exemples concrets juste après, qui sont aujourd'hui engagés dans l'open data et ça ne se limite pas du tout, en tout cas pour ceux qui se sont intéressés à ce sujet-là, à la sphère publique, et c'est bien le sujet justement. Peut-être un autre élément, c'est, voilà, nous en tout cas pour notre métier, alors, peu importe le chiffre, pas peu importe, mais quand je dis on investit 40% de R&D, donc de développement, c'est dans des solutions voilà, qui sont dédiées à la publication, au sourcing de données, à tout ce qui est en tout cas automatisation, industrialisation pour nos clients de ces étapes-là dans le chemin de la donnée. La mise à disposition sous forme d'API, exploration, visualisation, monitoring. Donc c'est tout un tas de choses, c'est un peu l'analogie qu'on pourrait faire et c'est avec le monde des CMS, les Content Management Systems ou des outils de gestion de sites de contenu. On est exactement, nous, sur la même catégorie de solutions, mais avec des caractéristiques qui sont propres aux données, puisque une donnée, c'est pas
pas un contenu, je dirais, c'est un contenu structuré avec un certain nombre de choses qui permettent de la décrire, qui sont pas simplement des tags qu'on pourra associer à une image ou des textes. Donc, mais c'est bien ça qu'on fait. Nous, en tout cas, on développe une plateforme de publication et de gestion de ces publications et donc de monitoring aussi de l'impact de ces publications. Finalement, on pourrait prendre presque un vocabulaire de médias, hein, même si c'est pas ce que je vais faire après, mais c'est avec une audience, des gens qu'on veut toucher avec des datas et dont on espère évidemment qu'ils les réutilisent. Alors, peut-être, je vais pas m'étendre trop là-dessus parce que c'est pas, comme je vous ai dit, bon, je vais essayer de faire une présentation plutôt concrète, mais je vais pas vous dire des choses que vous trouverez rapidement en faisant une recherche mot-clé sur un bon moteur de recherche avec des définitions un peu théoriques de l'open data. Nous, ce qu'on voit très concrètement, c'est que tout ça, de toute façon, ça s'inscrit dans un mouvement, alors qui est évidemment celui dans lequel vous êtes, hein, qui est qu'un certain nombre de barrières s'estompent grâce au numérique et à la data, et y compris au niveau des organisations. C'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup d'organisations de toute taille et de tout type de secteur qui ont un intérêt. Les intérêts peuvent varier, hein, ça peut être un intérêt service public, ça peut être un intérêt économique, ça peut être tout un tas de choses, un intérêt d'efficacité, qui ont un intérêt à partager les données entre elles, entre ces organisations, parce que finalement, dans le numérique, personne peut vraiment aujourd'hui, à part quelques secteurs d'activité bien spécifiques, se targuer d'avoir à lui seul toutes les données dont il a besoin pour faire son activité. Toujours une donnée plus intéressante à côté, dont on pourra avoir besoin pour compléter sa propre information. Hein. Je veux dire que, au fil du temps aussi, les barrières, les critères d'accès aux technologies, que ce soit économique ou en termes de compétences, se sont abaissés. Donc finalement, voilà, comme tous les jours, on voit vous-même, hein, on peut avoir des étudiants, des startups ou des grandes entreprises dotés des mêmes ressources. Et finalement, ce qui va faire la différence, c'est de quelle information, de quelle connaissance et donc de quelle data on dispose. Et il y a un intérêt commun, alors encore plus marqué en ce moment, en période de crise où on s'en rend compte tous les jours, à essayer de travailler ensemble. Donc, pour nous, il y a vraiment un sujet derrière, même si ce mot c'est un peu un mot valise, comme on dit, qui est d'intelligence collective et qui fait que même d'ailleurs dans un secteur économique, des filières ont intérêt à partager les données. Donc, c'est une définition un petit peu plus large qu'on trouve beaucoup plus d'ailleurs dans le monde anglo-saxon que des fois dans notre village gaulois où on aime bien, voilà, peut-être le pays de la rousse, c'est pour ça, mais où globalement, l'open data, chez nos amis outre-Manche ou outre-Atlantique, c'est dès lors que finalement on va partager dans certaines conditions, je vais revenir là-dessus, des données dans un écosystème plus vaste que ce pour lequel elles ont été créées initialement. Hein, et c'est finalement pour eux la façon moderne d'échanger ou de se partager des données entre acteurs qui, d'ailleurs, au sein même des fois d'une même filière, ne travaillent pas ensemble parce que voilà, historiquement, c'était pas organisé comme ça. Ça repose sur un élément. Alors je vais bien mettre ce schéma-là parce que c'est un cabinet de conseil et d'études qui publie un tas de choses et notamment leur vision ou l'analyse qu'ils font plutôt du monde de l'entreprise sur l'open data. Et alors la taille des bulles, je ne pense pas qu'elle ait un sens en tant que tel, mais ils ont volontairement au sens objectif et quantité, mais voilà, l'open data ne se réduit pas à la partie donnée, on va dire, gouvernementale ou publique, mais c'est un vrai sujet qui fait que voilà, un champ important des data, alors, disons big data ou data, peu importe, mais des data méritent, pour tout un tas de raisons, d'être partagés et ouvertes largement. On verra des cas après, hein, on distingue quand même bien en général deux catégories de données quand même quand on parle d'open data. Il y a des données qui sont des données individuelles privées, donc ça, évidemment, ce sont des données qui peuvent circuler d'une organisation à une autre, des données clients, des données d'un administré, d'une administration à l'autre. Donc ça, c'est un sujet, mais c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. C'est exclu, on va dire, du champ de l'open data. C'est une frontière à bien avoir en tête. En revanche, il y a tout un tas de données issues d'ailleurs aussi de nos activités qui, elles, sont de la connaissance. Hein. La donnée, c'est avant tout de la connaissance et des traces. Ça peut être des traces issues de l'IoT, ça peut être des traces d'une activité voilà, vis-à-vis de l'administration, un remboursement auprès de l'assurance maladie, au-delà de ma donnée individuelle, c'est quelque chose qui est agrégé avec d'autres données, fait une information, une connaissance qui est utile pour tous et pas simplement pour la bonne gestion de l'assurance maladie, mais pour la gestion de tout un tas d'autres services. Donc on voit vraiment l'open data dans ce sens-là, hein, avec souvent une expression qu'on entend, pas de data, pas d'IA, parce que l'IA, c'est un peu le truc dont on nous rabat les oreilles en permanence, mais au-delà de ça, c'est pas d'usage si derrière on n'a pas une donnée qui circule, en tout cas le plus possible, le plus fluidement possible, et dans des conditions, je dirais, relativement transparentes, parce que on voit bien aujourd'hui, quand on fait des enquêtes ou quand on soumet des applications à des utilisateurs, que ce soit dans des entreprises ou vers le grand public, qu'il y a une forme de défiance. Légitime, je pense, dans un certain cas, parce que sans forcément juger les intentions, des fois, c'est pas fait, les choses sont pas faites de manière très professionnelle, donc c'est normal d'être un peu défiant aussi, et donc finalement une forme de transparence, de traçabilité sur ce qui se passe au niveau des data et clés. L'open data tente
de contribuer à ça, puisque quand on dit et quand on explicite comment on partage les données et d'où elles viennent, c'est une façon d'expliquer aussi tout ce qu'on peut faire de bien avec, mais aussi comment elles sont gérées. Et c'est évidemment clé comme aussi pour faire tomber un certain nombre de peurs qui sont réelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, alors peut-être que nous, entre nous, là, on n'a pas du tout ce sentiment-là, mais quand on pose des questions autour de soi dans des gens qui sont pas du tout férus de data ou de technologie, c'est plutôt un terme anxiogène, le data. C'est un terme anxiogène parce que donc l'open data, justement, vise, enfin, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rassurer en clarifiant finalement les flux et la circulation des données. Et pour terminer un petit peu cette première partie, cette intro avec des mots et un peu des définitions et des concepts, pour qu'on ait un peu le même vocabulaire pour la suite des échanges. Voilà, en gros, si je reprends et si j'essaie de traduire une définition de l'open data, alors qui est un peu mise à notre sauce, mais on retrouve les grands principes, c'est d'abord c'est quelque chose de très concret, c'est une information, quoi qu'il arrive, qui est rendue structurée. Donc c'est pas un PDF, c'est pas un fichier Excel mis en forme, c'est une information rendue réutilisable par le plus grand nombre, et potentiellement par tous, mais en tout cas par le plus grand nombre. Et ça veut dire que aujourd'hui, il y a un standard, entre guillemets, un état de l'art plutôt, parce que c'est pas une norme en tant que telle, mais il y a un état de l'art sur la bonne façon de faire l'open data, et tous les acteurs qui contribuent, nous, nos concurrents, les gens, enfin tous les gens, globalement convergent là-dessus, c'est mettre à disposition des formats structurés et standardisés. Donc standardisés au sens dans des formats souvent standards et ouverts, qui fait que ça fait tomber les barrières d'accès à ces données, parce que c'est sûr que si je mets à disposition et beaucoup de données très intéressantes, mais que pour ce faire, je dois me doter d'outils très spécifiques, alors coûteux probablement, mais surtout qui nécessitent des compétences très élevées, je pourrais a priori pas les réutiliser. Et c'est d'ailleurs un sujet, quand on raconte l'histoire de l'open data, on aime bien le faire un peu sous un angle un peu politique. Après, il y a il y a une façon aussi très pragmatique aux États-Unis. Donc on dit voilà que tout est un peu parti pour le mouvement en tout cas des récents. C'était surtout qu'il y avait trop de data. Il y avait 12 000 portails de data aux États-Unis et c'était une situation finalement un peu inversée de ce qu'on vivait en Europe. Et c'était un peu le bazar. Le bazar parce que justement les formats divergeaient. C'était des données partagées avec des spécialistes, mais c'était public et disponible. Mais c'était quasiment impossible pour l'administration elle-même d'ailleurs de les réutiliser. Donc il y avait plutôt une logique de mettre, on va structurer, on va standardiser et on va un peu dire voilà la bonne façon de partager des données, c'est des formats qui existent d'ailleurs. Ça intéresse, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inventer de nouveaux standards. On va dire les formats du web existent, les CSV existent, etc. Et donc faisons cela. Un coup, alors souvent on dit gratuit, comme moi j'ai plutôt une version un petit peu plus, c'est un peu élargie au-delà de la sphère publique, en tout cas non prohibitif, parce qu'on sait que malgré tout mettre à disposition de la donnée, ça peut avoir un coût. Donc ça dépend de quelles données, dans quelles conditions, mais canon prohibitif et surtout équitable. Voilà, on va pas faire de différence entre tel ou tel acteur. On peut par exemple mettre à disposition un fichier de données en masse et puis ensuite, si c'est pour faire de la consommation temps réel très intensive, on peut comprendre que l'organisme qui publie ces données demande une rétribution, mais qui sera la même pour tous en fonction, je dirais, du tuyau qui est mis à disposition. Donc, c'est important d'avoir cette approche-là. Et puis, évidemment, des conditions de réutilisation, donc un tas de licences qui se sont créées. Aujourd'hui, il y en a pas non plus des tonnes, ça a beaucoup convergé sur la réutilisation, donc une documentation, une traçabilité autour des données et évidemment des métadatas. Donc, souvent, on dit data, mais souvent, un des éléments les plus importants, ce sont les métadonnées. Donc la façon de typer l'information, y compris de façon sémantique, donc c'est tout un sujet. Et donc finalement, globalement, quand on a de la data ou de l'information et qu'on est capable de la repartager sur un portail d'une manière ou d'une autre sous ces formes-là, voilà, via des formats standards, des API et la intelligible, globalement, on fait plutôt de l'open data correctement. Après, c'est pas ça qui fait que la donnée est juste ou fausse, mais en tout cas, c'est déjà une bonne façon de faire. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le côté introductif et ce qu'il faut noter, c'est que ces choses-là, bon, c'est pas nouveau, ce que je vous ai dit avant, c'est quelque chose que nous, en tout cas, en tant que premiers acteurs à s'investir, en tout cas aussi en tant qu'entreprise dans le sujet, on croit et on dit depuis 10 ans. Ce qui change, c'est l'accélération aussi du cadre réglementaire. Et alors, je dis ça pas parce que justement on travaille que ou avec ou pour des administrations, mais c'est important de voir que le cadre réglementaire, qui souvent d'ailleurs arrive un petit peu en second rang, suit. Il y a une accélération et là tout n'y est pas, il n'y a pas tous les drapeaux, mais ça veut dire que voilà, le cadre existe et c'est plutôt bon signe. La loi en général est plutôt là pour mettre de l'ordre là où ça commence à partir un peu dans tous les sens. Donc c'est plus un symptôme aujourd'hui, je dirais, et surtout ça crée des conditions favorables pour que un certain nombre d'acteurs, et ils ont raison d'une certaine manière, puissent se lancer sans risque dans la démarche, parce que souvent il y a une forme de peur, y compris dans les administrations, dire mais moi j'y vais pas parce que je sais pas trop comment, est-ce que j'ai le droit, c'est de la data, c'est sensible. Voilà. Donc ça c'est important aussi que ce cadre et que ça soit aux quatre coins du monde. Voilà, alors, ça passe pas toujours par des lois, il y a des pays où ça passe pas forcément par des lois, mais
En tout cas, c'est un mouvement bien engagé. Et puis, pour commencer à être un peu concret, il est temps, voilà, donc des choses qui font que, quand je vous disais que déjà des organisations qui publient l'open data, il y en a de tout type. Je vous ai mis quelques exemples. Ça va évidemment des administrations locales et nationales, et je pourrais pas toutes les mettre. C'est de toute taille, sachant que faut garder en tête souvent que les administrations locales ont été pionnières et sont encore souvent le fer de lance. Non pas que les administrations nationales ne s'engagent pas, mais elles ont souvent des fichiers extrêmement intéressant et important. Quand l'URSSAF publie des données, c'est souvent en masse, etc. Mais souvent, les administrations locales cherchent aussi à tirer des bénéfices très concrets sur le terrain elles sont en contact plus direct, on va dire, avec leurs administrés. Et puis, tout un tas d'opérateurs jusqu'à des entreprises, voilà, dans le luxe comme Kering, Bureau Veritas, IQVIA, qui est un leader mondial des données de santé, etc. Donc, des noms plus ou moins connus, mais qui ont leur portail Open Data. Donc, si vous cherchez sur un moteur de recherche leur nom plus Open Data, vous tomberez sur des portails et c'est intéressant de voir quelle démarche ils adoptent. Et puis, voilà, des choses, alors je suis pas le seul à le dire, mais j'ai pris évidemment des exemples bien connus plus ou moins, mais souvent, voilà quelques exemples d'applications qui sont nourries 100% à l'open data. Donc, ce soit des outils pour se déplacer comme Citymapper, pour ceux qui utiliseraient, si ça existe dans leur ville, une trottinette, sachez que par exemple, les indications, là c'est à Paris, les indications de l'endroit où on peut les garer, ça vient directement du portail Open Data de la ville de Paris, avec des petites anecdotes d'ailleurs, parce que là, par exemple, il y a quelques semaines, la ville de Paris avait publié un petit peu en avance de phase les emplacements, et donc des gens se dirigeaient et posaient des trottinettes à un lieu qui n'était pas encore balisé pour le faire. Donc des fois la donnée est un peu en avance, mais et on voit, ça a un effet concret. C'est immédiat. Donc, Yuka, Covid Tracker, bien sûr, on en entend parler tous les jours, qui sont nourris 100% à l'open data, jusqu'à des sites qui existaient. Donc, c'est pas forcément des nouveaux services. En haut à droite, là, c'est une image je crois, de meilleurs agents, donc un site d'agence immobilière, mais qui maintenant enrichit ses offres, puisque c'est avec des données ouvertes qui sont typiquement l'historique des transactions immobilières sur un bien. Si vous vous intéressez à un bien, à un appartement, grâce à de l'open data, maintenant, on peut voir quel est l'historique des ventes de cet appartement dans le passé. Donc, c'est ce qui était auparavant impossible à savoir. Seuls les anciens propriétaires le savaient, et peut-être les notaires, mais voilà, donc il y a le côté transparence et équité aussi. Donc, c'est bien de voir l'open data comme ça. Alors, je t'interromps parce qu'il y a une question. Alors, je vais la lire parce que je ne suis pas sûre de savoir la rendre plus précise. Votre parallèle sur les médias était intéressant. C'est effectivement une réserve que j'ai intuitivement quant à l'open data. À partir du moment où une source peut par définition être unique, la validité de la data est facteur uniquement de la sincérité de la source. N'y a-t-il donc pas un risque intrinsèque provenant de l'impossibilité de consolider ou de croiser la donnée dans de nombreux cas? Pour illustration, les nombreux contentieux de Citymapper, justement. Oui, alors c'est effectivement la source. Quand je disais tout à l'heure mettre un peu d'ordre, c'est traçabilité. Il n'y a pas de toute façon aujourd'hui de vérité absolue. On peut se fier qu'à la source. Donc après, on pense la source sincère ou pas. Il n'y a pas toujours moyen de le vérifier, mais c'est cette logique de confiance. En tout cas, le fait de faire de l'open data, ça peut rajouter un niveau de sincérité. Je vais donner un exemple. Il commence à y avoir de l'open data d'entreprise sur des sujets type RSE. Ce qui est intéressant, c'est alors souvent le RSE aujourd'hui, en fait, c'est que du déclaratif. Donc après, et maintenant, le fait qu'une entreprise mette à disposition de la data, ça va être aussi intéressant de savoir la data elle-même que le type de data qui sont partagées. Donc, est-ce que, par exemple, un industriel va commencer à partager des données sur uniquement, j'ai envie de dire, l'impact environnemental? Bon, et ça peut être sensible, mais je dirais que oui, quand une entreprise chimique dit qu'ils ont des efforts à faire, on s'en doute un peu, mais bon, voilà, et ils le publient. Est-ce qu'en revanche, ils vont publier des indicateurs sur le nombre d'accidents du travail? Peut-être pas, parce que donc, alors que peut-être leur concurrent va le faire. Donc, ça donne aussi une façon d'évaluer une forme de sincérité d'une organisation. Alors, je dis une entreprise, mais c'est tout à fait vrai vis-à-vis de l'administration, qui a aussi ses propres réticences des fois à partager l'information. Donc, cette question existe, mais on est dans un mouvement, on est qu'au début de quelque chose, et l'intérêt à minima, c'est que quand il y a ces publications, ça permet d'interpeller une organisation et de lui dire qu'elle en dit pas assez, qu'on peut douter. Voilà. Donc, au moins, c'est un support de dialogue. Voilà. Il n'y a pas de valeur absolue. Il y a d'ailleurs, on se rend compte que à travers l'open data, au-delà même de la notion de sincérité, il y a le sujet de qualité des données. On parlait tout à l'heure de croisement, de recoupement, c'est aussi des fois basé sur des questions de qualité de données qui sont variables. C'est pas forcément le fait de pouvoir cacher des choses. Et on sait très bien qu'une donnée, elle n'a pas dans l'absolu, sauf si elle est complètement fausse et inexploitable, mais il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de valeur dans l'absolu. Une donnée, elle n'est pas qualitative ou pas qualitative.
Elle peut, par exemple, être suffisamment de qualité pour faire des statistiques, mais de qualité insuffisante pour outiller un service de production critique. Voilà. La valeur est réellement dans l'usage en tout cas, c'est à cela que contribue le mouvement et le moyen de l'open data. Encore une fois, moi, je dirais jamais, on n'entendrai jamais dire que l'open data, c'est un objectif et une fin en soi. C'est un moyen, et après, ça change pas que, voilà, c'est, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à la question, mais je partage le constat et l'interrogation, évidemment, qu'on peut avoir. Merci pour cette réponse. On pourrait revenir peut-être à travers j'ai quelques exemples qui viendront peut-être illustrer ça. Alors, comme vous le disiez, l'open data, c'est normal. Quand je dis la valeur est dans l'usage, on montre surtout à quoi ça sert, à quoi ça contribue et dans quel contexte ça s'inscrit. Après, en tant que nous, fabricants de solutions, pour des gens qui mettent en œuvre ou qui paramètrent des solutions, il y a une réalité concrète. La data, c'est surtout, on a les mains dedans au quotidien et c'est pas du tout un travail théorique. Donc, voilà, mais bon, comme je l'ai déjà dit un peu en introduction et la question vient de le rappeler, nous, on aime bien faire la comparaison. C'est un peu comme la logistique du dernier kilomètre ou dans les médias. Voilà, quand vous utilisez un CMS, il faut s'approvisionner en ressources, il faut référencer des ressources. Alors, c'est pas des images et des mots, enfin, quoi que ça pourrait, mais c'est des datas, c'est des fichiers, c'est des liens vers des web services, vers des API. Donc, il y a toute une logique connectique et qui permet de référencer et de s'approvisionner, finalement, de déclarer ses ressources, de les décrire. Alors après, on va pas rentrer forcément là tout de suite dans le niveau technique, mais avec du push, du pull, des ressources, elles sont multiples. Ça peut être des logiciels d'entreprise, ça peut être des fichiers, ça peut être des sites web qui exposent elles-mêmes. L'open data est une source pour d'autres open data. Ça, c'est parce que finalement, elle peut permettre d'enrichir, voire de rectifier ou de corriger des choses pour aller republier de la donnée open, mais de meilleure qualité. Donc, il y a tous ces systèmes-là, du très statique à du temps réel. Enfin, voilà, il n'y a pas d'exception en théorie. En tout cas, nous, on vit tous les cas de figure au quotidien. Il faut la préparer parce qu'il faut surtout bien penser que ouvrir ces données, c'est justement pas faire ce qui a pu exister. Je prenais l'exemple des États-Unis pendant longtemps où on prenait des trucs, on faisait un dump de fichiers ou alors on mettait un système de requêtage un peu complexe et pas très performant sur le web et on pensait avoir fait de la data. L'open data, non, pas du tout. Il faut penser qu'il y a réutilisation. Donc, il faut recréer quand c'est nécessaire. Des fois, c'est déjà tout prêt. Mais en tout cas, il faut créer les conditions que j'évoquais tout à l'heure de réutilisation, donc format, licence, etc. Donc, c'est en ça qu'il faut préparer les données. Et si possible, au passage, quand on a sous la main un ensemble de données qui se complètent, c'est pas mal aussi de penser un peu aux réutilisateurs, pas tant sur l'usage qu'ils vont faire, ça c'est eux qui le décideront, mais en tout cas sur la richesse ou la structure des données. Donc on peut très bien avoir, nous c'est un cas classique qu'on a par exemple chez dans des entreprises qui sont plutôt dans le monde de ce qu'on appelle les utilities, eau, énergie, déchets, qui donc ont pas mal de données qui viennent plutôt du monde de l'IoT, de capteurs qui mesurent la qualité d'air, la qualité d'eau. Donc ça, c'est des trames de mesure en général très propres d'un point de vue format, très très simple à publier, mais qui, en tant que tel, en tout cas, aurait un potentiel de réutilisation plus important si, en tout cas pour un public beaucoup plus large, si on leur rajoutait quelques informations. Donc à partir du moment, par exemple, où un capteur a des coordonnées géographiques, on sait que ce capteur, il est positionné dans un cours d'eau, par exemple, si c'est pour mesurer la qualité d'eau. Grâce à ça, on a d'autres informations qui peuvent venir d'une autre source open data, peut-être d'une autre organisation sur certaines informations sur ce cours d'eau, des données sociodémographiques, la présence d'une usine Céveso, classer Céveso autour, parce que c'est des données publiques. Et donc, finalement, le producteur de données peut aussi se dire, tiens, voilà, j'ai aussi un savoir-faire. Si je produis ces données, c'est que je m'y connais un peu dans le domaine de l'eau. Donc, autant que j'en fasse profiter le plus grand nombre. Et finalement, plutôt que d'aller mettre le fichier brut de base, je vais le prendre, puis je vais lui rajouter des colonnes, tout simplement, sur la proximité, le bassin de population, etc. Et je vais publier celui-là. Donc ça peut faire partie de l'enrichissement, de la préparation. Tout dépend de l'effort qu'on veut y mettre, mais c'est plutôt une tendance qu'on voit, des gens qui vont republier des données enrichies, voire des données connexes que eux utilisent et qui viennent éventuellement d'autres producteurs pour les mettre en scène et les mettre en scène au sens pas raconter des histoires, mais les donner un peu de cohérence et de contexte. Et puis il y a la partie évidemment livrée, je reprends ce vocabulaire un peu de la logistique ou mettre en ligne, c'est évidemment dans le monde des médias, et monitorer. Donc, c'est décider finalement sous quelle forme, auprès de quel cercle je vais diffuser ces données. Est-ce que ça sera uniquement des API plus des fichiers des databases, voilà, ça dépend un petit peu aussi de la nature des données et de la capacité à les faire utiliser par le plus grand nombre. Et puis la partie monitoring,
Donc nous, on constate que les acteurs les plus engagés aujourd'hui dans l'open data, qui ont notamment ont des vraies stratégies data, c'est-à-dire que ça fait partie de leur stratégie data tout court et se servent de leur portail data ou open data pour monitorer, un peu comme des analytics d'un site web de contenu, pas or qui quand il y a du login mot de passe, mais sinon, en tout cas, quels sont les sous-ensembles de données les plus populaires, les plus requêtés, éventuellement ceux qui n'attirent aucune réutilisation alors que le producteur pensait que ça en aurait. C'est des informations extrêmement intéressantes parce que ça permet aussi de voir un petit peu quel est l'intérêt des gens pour telle sorte de données, soit pour mettre plus d'efforts finalement sur la préparation et la qualité de ces données, soit pour peut-être communiquer différemment. Donc c'est important. On commence à avoir des organisations qui sont complètement dans cette dynamique-là, avec cette analogie que je faisais entre data et contenu, où on doit pouvoir monitorer. Et à partir du moment où il y a des plateformes, en tout cas les plateformes les plus modernes d'open data, nous on s'inscrit là-dedans, c'est que tout soit basé finalement sur un système de call API, ce qui fait que chaque clic finalement, ou chaque requête, y compris via une data vise qui est faite sur un portail open data de bonne facture, log une trace, et donc ça donne des statistiques super précises. On peut même se dire, tiens, les gens sont finalement, on se rend compte qu'ils préfèrent consommer l'open data, tel sous-ensemble de jeux de données, telle série temporelle sur un gros jeu de données, en ayant d'abord filtré par la carte, parce qu'ils ont d'abord cliqué sur la carte, filtré, puis après ils ont téléchargé. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir aussi des informations sur comment les gens interagissent finalement en termes d'expérience utilisateur, au-delà du design de la donnée, comment ils interagissent et comment ils consomment la donnée. Donc c'est un peu un côté client-fournisseur et sans forcément l'aspect monétisation, mais de comprendre aussi quels sont les nouveaux modes d'interaction qui sont générés par le fait que j'étais ce matin par exemple avec un de nos clients, une entreprise qui remarquait, elle fait pas mal de tests sur la promotion de son open data en faisant des petits sous-ensembles, avec les vraies données, sur les réseaux sociaux. Et il disait qu'aujourd'hui, là, ils arrivent à un format où les posts qui font par exemple sur LinkedIn, quand ils intègrent finalement une composante, un petit widget et un lien vers évidemment un wording associé sur leur open data, ça fait partie des posts réseaux sociaux les plus performants qu'ils ont en ce moment. Alors on est dans du B2B d'entreprise, mais c'est intéressant de voir que maintenant les directions marketing disent oui, finalement si j'intègre de la donnée et de l'open data finalement dans ma communication classique, ça rajoute de la performance, de la pertinence parce que finalement je crée un lien différent, je touche d'autres publics. C'est intéressant de voir qu'on commence à avoir ces éléments de métrique. On n'a pas beaucoup de recul, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de chiffres, mais c'est ce qu'on a, nous, comme retour d'expérience. Voilà. Donc, l'envers du décor, c'est pas que les slouts et le back-office de la solution. Et nous, ce qu'on dit, même si on vend plutôt cette partie-là, mais nous, ce qu'on dit à nos prospects, aux clients, enfin, j'aurais qu'on discute, c'est en revanche, partez du problème. On dirait que maintenant, l'open data s'est lancé. Alors, c'est pas que tout le monde, mais l'offre existe, elle est en train de s'augmenter. Donc, maintenant, partons de la demande. C'est le sujet, c'est comme ça qui va tirer les sujets. Donc là, je vous ai montré, c'est un peu pour changer de décor, une entreprise en Australie qui notamment fait pas que ça, mais fait des totems sur les plages pour informer les gens des risques de requins, de méduses ou de taux d'UV avec un couche d'ozone, bref. Et donc ça, ce sont des choses c'est intéressant de voir des entreprises qui sont plutôt dans le mobilier urbain connecté, qui se sont complètement emparées de l'open data. Toutes leurs applications maintenant sont fabriquées 100%, un peu comme le CityMapper de tout à l'heure avec de l'open data. Et donc leur sujet, il est vraiment de partir de là. Ils travaillent avec les mairies, avec les villes, pour dire, avec un sujet d'information des citoyens, dans ce cas précis, d'alerte éventuellement quand il y a des dangers, dont il va prévenir les gens qui vont sur la plage. Et ça, c'est devenu un réflexe. Et le réflexe, il n'est pas juste technologique, c'est de se rendre compte que ça coûte très peu cher et ça va très vite à faire. C'est aussi un changement de paradigme. Alors, vous, ça vous paraît peut-être naturel parce que vous êtes justement des codeurs ou apprentis codeurs et vous êtes dans cet état d'esprit. Il faut savoir que la plupart des organisations, y compris et notamment, et c'est pas une histoire de compétence, c'est une sorte de système qui est fait comme ça. Les acteurs publics locaux sont quand même pris dans des contraintes de process, etc., qui fait que il y a du mal à penser autrement que tout ça prendrait du temps, qu'il faudrait investir des millions pour faire ce genre de choses. Donc on voit que finalement, c'est un peu comme un jeu de Lego et ça commence à venir, ça devient assez naturel. Et ils se disent, finalement, pour mettre en place ces totems, il n'y a pas de raison qu'on y passe 2 ans. Si on les veut, en 3 mois, ils sont prêts, la data est là. Un portail open data de la ville, on agrège les données météo, le machin, les alertes requins, les alertes méduses, et hop, c'est fait. Et donc, du coup, ça change aussi, il y a un côté frugalité, entre guillemets, se dire, la donnée, elle existe, et si elle n'existe pas, on peut tout. Là, on verra s'il y a des moyens d'aller la créer. C'est peut-être ça qui fera qu'on installera des capteurs, ou qu'on verra chercher d'une manière ou d'une autre, mais on change un petit peu l'approche et on part bien du problème, et sachant qu'on peut du coup essayer de le résoudre assez rapidement. Un exemple analogue qu'on a, par exemple, nous,
on travaille pas mal avec EDF SEI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est EDF qu'on connaît en Électricité de France, mais SEI pour les îles, qui est évidemment une problématique d'énergie assez différente. Hein. Il n'y a pas une ligne de tension qui amène l'électricité sur l'île de la Réunion, par exemple. Et donc, ce type d'approche, donc là, c'est pas des totems sur les plages, c'est les bornes d'alimentation des véhicules électriques dans la rue sont alimentées par un système qui fait un peu de prédiction basé sur l'open data. Et c'est juste trois organismes, hein, donc EDF, qui va tenir compte du niveau d'électricité disponible dans le réseau, la météo, parce que comme c'est beaucoup d'énergie solaire, de fait, s'il y a un nuage qui arrive, on sait que il va y avoir moins d'électricité dans le réseau, et puis les opérateurs qui opèrent les bornes, et ça permet typiquement d'aller bloquer les bornes quand il n'y a pas assez de soleil, donc pas assez d'électricité, et donc de dire on va prioriser l'alimentation l'alimentation des écoles, des services d'urgence, et puis tant pis, les gens ne pourront pas recharger leur voiture. Donc c'est des choses qui se bâtissent très vite, et c'était nouveau pour des acteurs, 3 acteurs qui vivent tous, qui travaillent tous sur un même territoire, de travailler ensemble dans cette approche très agile. Et après, il faut aller coder un petit peu la glue entre tout ça, mais c'est ça l'open data très concrètement. Voilà, c'est pas que des nouveaux services, c'est une façon de faire des choses dont on pensait que ça serait compliqué, long et coûteux, et que finalement toute la ressource est disponible. Voilà. Donc je peux vous montrer, parce que là je parle, je vais juste aller, vous me dites si vous basculez bien sur l'écran, sachant bon c'est sur le web, mais voilà ce que c'est un portail open data. Hein, là c'est Centre Val de Loire. C'est donc quelque chose alors on va pas aller forcément dans les exemples pour les explorer par vous-même, qui sont animés, hein, donc on voit effectivement que là un territoire, on fait un outil de communication, on n'en est pas là, mais on commence presque à avoir certains territoires qui commencent à basculer certains modules même de leurs contenus éditoriaux, hein, de services, informer des gens sur les horaires de piscine, sur l'actualité. Finalement, tout ça, c'est de la data, c'est des calendriers, des agendas. Je vais pas dire que leur site Open Data devient leur site web institutionnel, mais quand on commence à trouver sur le site Open Data les délibérations, le patrimoine culturel, les budgets, les horaires de piscine, etc., avec un peu de data vise, là, on pourrait y aller. Et finalement, on n'est pas loin d'avoir on est sur un portail Open Data qui s'est enrichi d'un certain nombre de choses. Après, si on va dans le catalogue de données, c'est juste pour vraiment montrer ce que ça veut dire ou ce que c'est par rapport à ce que je vous ai dit. Vous avez un catalogue qui est cherchable, explorable, et puis ensuite chaque jeu de données est exploitable. Alors ça, c'est vraiment une version par défaut et complète, hein, qui pourrait être sous forme d'API, ouverte aux commentaires. D'ailleurs, si des gens veulent dire tiens, ce jeu de données, pourquoi il n'est pas comme ci, j'ai détecté une erreur, etc. Donc, sous forme d'API qui vont être documentées automatiquement pour ceux qui vont réintégrer ces données-là, sous forme d'export dans des formats standards, il pourrait y en avoir d'autres, etc., etc. Et les métadonnées qui permettent typiquement à un développeur aussi, en accédant au modèle de données, d'intégrer les choses. Donc, c'est vraiment un peu le grand magasin de la donnée, mais bien rangé avec, selon que vous soyez développeur, vous avez vos API. Si vous n'êtes pas développeur et que vous les récupérez, vous exportez. Si vous êtes juste, entre guillemets, vous cherchez une information, vous pouvez aller visualiser l'information. Et surtout, la reprendre. C'est ce côté un peu viralité qui fait que typiquement une visualisation basée sur de l'open data, elle est branchée directement sur la source et donc elle est partageable, elle est embeddable, hein, comme une bonne vidéo, j'irais partageable, intégrable ou même recodable sous forme de widget, ce qui permet de finalement ce même graphique en le personnalisant d'aller le diffuser sur tout un tas d'autres supports. Voilà ce que c'est concrètement l'open data. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là, sachant qu'après, je vais faire un focus sur 2 exemples qui seront l'un au complément de l'autre sur une entreprise cette fois-ci. Je vais parler de manière un peu générale. Si il n'y a pas de questions précises, sinon je continue et puis on les prendra à la fin, bien sûr. Pas de questions dans le chat, en tout cas, pour le moment. D'accord. Bon, je continue. Alors, donc là, je vais vous partager je vais illustrer un exemple d'une entreprise qui consomme de l'open data. Donc souvent, alors j'ai pris une entreprise qui est un type d'entreprise, donc une assurance, hein, accidentologie et météo, c'est un métier qui déjà de toute façon se nourrit énormément de données externes. Les assureurs, leur principe, c'est de scorer des risques et des opportunités, mais des risques. Alors évidemment sur la connaissance d'un individu ou d'un bien, mais mis en contexte. Et donc typiquement, on voit des assurances. Donc ça, c'est une version un peu banalisée, normalisée, mais on a un client assureur qui déjà a décidé de faire rentrer l'open data dans son entreprise de manière, je dirais, un peu unifiée, un peu comme un intranet, si vous voulez. Mais donc c'est-à-dire que tous les collaborateurs de cet assureur
accède à la donnée externe, pas que l'open data, donc je reviendrai là-dessus dans un instant, mais à un seul endroit. Donc c'est le côté catalogue qui fait que finalement, même si un assureur dans son métier est évidemment très consommateur de données diverses et variées et de traitement en masse de données, il n'y a pas que des actuaires, il n'y a pas que des data spécialistes ou scientists chez un assureur. Il y a des gens qui sont au marketing, il y a des gens qui font du legal, il y a plein de choses. Et il n'y a pas de raison que ces collaborateurs-là n'aient pas un accès extrêmement simple à toute donnée dont ils pourraient avoir besoin, parce que tout n'est pas juste calcul de score. Donc ce côté aussi de faire rentrer l'open data dans les organisations, c'est un mouvement qu'on commence à sentir. Là, c'est un assureur. J'ai discuté récemment avec d'autres personnes, comme bancaires et autres, ils disaient, bah oui, finalement, on s'en sert peu. On en parle, mais on s'en sert peu. Donc là, on voit typiquement des données, alors évidemment, un assureur sur des biens, typiquement assurance auto, ou ça pourrait être des biens, là, on voit site Céveso, mais accident corporel. Donc ça, c'est de l'open data. Donc c'est des données qui sont de ce type-là. Donc ça veut dire, vous pouvez aujourd'hui, alors c'est pas des données temps réel, en tout cas en France, il y a des pays où typiquement aux États-Unis, c'est extrêmement précis. Vous pouvez même savoir la couleur de la voiture, le machin. Mais bon, bref, là, vous avez tous les ans le ministère de l'Intérieur qui met ça à disposition. Et on voit typiquement qu'en mettant à disposition ces ressources-là en interne, et c'est d'ailleurs aussi évidemment en externe disponible, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas forcément faire des calculs, va pouvoir commencer aussi à naviguer, à questionner. Peut-être que je suis un agent général en région parisienne ou peu importe ailleurs, puis j'ai quand même pas mal de sinistres ou de remboursements à faire, ou de clients qui viennent me voir parce qu'il y a des problèmes, je peux aller voir et je dis, ah oui, effectivement, 16 accidents en X temps au même endroit, pour que je peux les regarder avec des dommages corporels. Donc ça veut dire aussi que moi, en tant qu'acteur local, peut-être que je suis le bureau local de cet assureur, je peux aller, parce que c'est aussi mon rôle, de travailler sur la prévention. Je vais aller discuter avec l'élu local, avec les associations de quartier, les écoles, j'en sais rien, dire est-ce qu'on peut pas faire de la prévention, parce que c'est bien d'aller rembourser les choses, mais enfin là, en plus, on parle de dommages corporels, donc il y a vraiment un sujet aussi de dire c'est pas juste une histoire de calcul et d'algorithme, c'est un accès. Et alors après, derrière, évidemment, donc là, c'était le cas c'est ceux qui connaissent un peu les codes couleurs, c'est Groupama, donc c'est un mutualiste. Ces données-là, couplées par exemple avec de la météo et d'autres sources, mais qui sont toutes open, ils en ont fait. Alors c'est un petit calculateur d'itinéraire, alors qu'il n'y avait pas l'ambition de devenir, ni la prétention de devenir un calculateur mainstream pour tout le monde, mais un outil de prévention, de pédagogie, de dire voilà, avec de l'open data finalement, plus leurs propres données, qui ont quand même pas mal d'informations sur les sinistres, comment est-ce qu'on est capable de faire un calculateur d'itinéraire dit le plus sûr, comment on tient compte de ça, et ça devient un outil vis-à-vis des pouvoirs publics, ça devient un outil. Donc, on voit qu'une entreprise se positionne là-dessus. Ça peut être évidemment un outil marketing, un outil de promotion et de génération de business pour eux, naturellement, mais c'est intéressant de voir que des acteurs qui sont pas trop tournés vers ce genre de choses commencent à avoir une approche servicielle et que l'open data est au cœur de leur démarche, pas uniquement sur le côté traitement en masse, scoring des clients. Alors, une fois qu'on a dit ça, si je prends le même client, alors c'est pas exactement le même, mais si je reste dans le monde de l'assurance, mais aussi d'autres métiers, on voit qu'il y a l'open data, c'est aussi une façon d'enrichir et de transformer certains modèles économiques. Typiquement, et je trouve intéressant de rester sur ce monde de l'assurance parce que c'est encore une fois un monde qui historiquement traite beaucoup les données et pour essayer de comprendre, de créer des liens, des corrélations, des notions de causalité pour évidemment après transformer indépendamment après de ce qu'on peut penser des offres qui sont proposées, mais de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut ensuite créer comme produit avec ça. Donc typiquement, là on voit que le même type d'entreprise va voir aussi son métier un petit peu bouleversé. Donc, c'est pas nouveau, c'est assez déjà répandu, mais surtout basé sur l'exploitation, souvent d'ailleurs non consentie des données des réseaux sociaux. Donc on va dire en France, en Europe continentale, on n'a pas trop ça. Ce qu'on appelle l'assurance à l'usage, donc qui fait que on va aujourd'hui par exemple en Angleterre, aux États-Unis, vous pouvez vous assurer sur un simple coup de fil pour n'importe quoi en 10 minutes dès lors que il y aura toujours une assurance avec un prix qui se variera, dans laquelle la personne en face de vous va vous demander de consulter, enfin vous demandez ou pas d'ailleurs, tout votre historique de réseaux sociaux, etc. Pour voir si vous dites je veux m'assurer à ceci, si vous faites du parapente, ça vous fait monter parce que vous avez des photos de parapente sur votre site. Donc ça, on connaît un peu toutes ces histoires. Okay. Maintenant, dans un monde, je dirais, plus classique, un petit peu plus régulé de l'assurance, tel qu'on le connaît un peu plus chez nous, on voit que sur de l'open data, une entreprise, il y a des cas assez concrets. Si je suis un assureur, par exemple, qui est amené à assurer je suis un professionnel, on va sortir un peu du monde de l'assurance, je suis un professionnel dans le monde de la restauration, donc j'équipe des restaurateurs, je leur fournis
du mobilier où je les assure, évidemment, je fais ça aussi, ben, j'ai mes données à moi, j'ai mon données CRM, donc je connais mes clients, je sais un peu quelles sont mes cibles. J'ai par exemple une information en open data très spécifique qui est aujourd'hui les inspections sanitaires. Donc, ouais, ça c'est public, ça se traduit par les petites affichettes qu'on peut trouver dans les cantines, les abattoirs, les restaurants, évidemment, mais derrière, c'est sous forme de data. Donc, vous pouvez savoir si un restaurant, ça fait 3 fois de suite qu'il est noté satisfaisant ou très satisfaisant, ou au contraire, si on lui demande de s'améliorer. Donc, ça, c'est des informations qui, pour le monde de l'entreprise, sont extrêmement utiles parce que sachez qu'un assureur ou un prospecteur qui veut vous vendre des choses va en tenir compte. Hein, donc, il va aussi aller regarder un petit peu quelles sont les créations, radiations d'entreprise sur votre territoire, les historiques de paiement. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Hein. Les banques populaires mettent à disposition à l'échelle du département des statistiques de niveau de paiement par carte bancaire. Donc, on est très loin de la donnée individuelle, mais c'est des données super utiles sur la dynamique, je dirais, économique, et enfin, quand je dis économique, au sens de la vie au niveau local, l'URSSAF, avec évidemment, ça s'est mis à jour très régulièrement. Donc, une fois qu'on a tout ça, bah, c'est pas très compliqué d'aller. Vous êtes un fournisseur d'équipements, bah, ça vous donne des moyens d'aller cibler finalement les meilleurs endroits où aller prospecter. Alors après, est-ce que voilà, si je vais prendre un cas, je suis pas spécialiste de la restauration, mais voilà, peut-être que si vous voyez des endroits où les notes sur l'inspection sanitaire ou alors des nouveaux restaurants qui s'installent, bah, a priori, c'est là que vous allez probablement avoir la possibilité d'aller prospecter et vendre des cuisines, des tables et des chaises. Si vous êtes un franchiseur, voilà, vous vous rendez compte, tiens, il y a un quartier, il y a une zone où il n'y a que des restos, mais qui sont moyennement notés en termes de notes sanitaires, peut-être que ça vous donne une opportunité d'aller vous installer une franchise entre guillemets plus cadrée, plus hygiénique, etc. Donc voilà, je dis ça, c'est peut-être pas les bonnes façons de raconter l'histoire, mais c'est des sujets concrets hein, aujourd'hui. Évidemment, si vous êtes dans le risque assurantiel, bah, c'est sûr que quand le restaurateur ou le va venir vous voir et que vous voyez que, pour se faire assurer que vous voyez que ces notes de satisfaction en termes de sanitaire sont pas bonnes. Voilà. Alors pour dire ça, c'est pourquoi je dis tout ça, pas simplement pour le fait de dire tiens, il y a des opportunités pour des gens pour aller vendre plus de choses aux restaurateurs. On voit que c'est un des leviers les plus puissants pour améliorer il y a des exemples célèbres, hein, typiquement célèbres parce que voilà, ils ont été quantifiés et réels. À New York, par exemple, c'était pas la base des inspections sanitaires, mais il y a, alors comme d'ailleurs dans beaucoup de grandes villes, y compris à Paris, pour ceux qui vivent à Paris, un problème avec les rats, il y a beaucoup de rats. Enfin, il y a beaucoup de rats et c'est un problème évidemment sanitaire par rapport à la restauration. Et donc New York avait publié de manière extrêmement précise, donc il faut un inventaire très précis de la présence de rats, etc. Et donc en fait, ça a fait quoi? Ça a fait que quelques restaurateurs, la plupart qui fermaient un peu les yeux sur ce qui se passait dans l'arrière-cuisine tant qu'ils arrivaient à masquer les choses devant les amis du client. Ça ont pris les choses en main, ça a amélioré les choses et ça a contribué à améliorer les qualités sanitaires et hygiéniques des restaurants. Donc c'est pas tant pour forcément aller vendre des choses aux gens, mais on voit que ça a un impact aussi sur les comportements puisque finalement des données ouvertes, ça met en lumière aux yeux de tout le monde des choses qui sont des fois super et puis des fois moins bien. Et donc, ça a plutôt contribué, ça contribue à inciter les gens à s'améliorer. Hein, parce que sinon, forcément, que c'est un restaurateur, si ça se sait, hein, c'est évidemment préjudiciable pour eux. Alors après, il y a plein d'autres types de données qui aujourd'hui sont largement répandues et viennent petit à petit sans qu'on sache que c'est une de là. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le site Meilleurs Agents. Ça vient agrémenter l'information de sites qui existaient déjà ou de services qui existaient déjà. Donc, c'est pas forcément des nouveaux services. Et donc, en termes ce qui est intéressant, c'est de voir que au-delà de ça, et c'est une façon de vous dire que voilà, j'ai pris 2 exemples, j'aurais pu prendre plein d'autres cas d'entreprise, hein, des cas qui sont super comme je sais pas, Kering, groupe de luxe qui a fait un énorme effort de calcul de son compte de résultat environnemental, hein, c'est-à-dire chaque action de ses productions par marque est quantifiée en euros, ce fait que voilà, on sait dire tiens, s'il fabrique des sacs pour telle marque avec des tanneries qui sont au Pakistan, ils savent que ça a tel impact qui évidemment sur l'eau qui est plus important que donc ça c'est des données qui sont publiées, il y a vraiment des entreprises, des organisations qui sont très en avance là-dedans. Alors là, j'ai pris quelques exemples de choses un peu, c'est pas forcément drôle en tant que tel, hein, mais qui sont, on n'a pas encore en France, même en Europe, et alors je dis pas encore parce qu'il y a des choses dont on sait que ça sera pas possible, c'est pas possible de par après, puis d'autres, mais ça donne aussi un regard sur voilà, l'open data, c'est pas juste la data de nos ministères ou c'est
c'est très différent d'un pays à l'autre. Et derrière la donnée, et après, il faudra peut-être faire d'autres sessions sur le sujet culturel lié à la donnée, c'est très marqué. Hein. Et d'ailleurs, pas besoin de passer l'Atlantique. Hein. Il suffit que nos voisins allemands, on a une culture de la donnée ou même anglais qui est extrêmement différente. Et du coup, ça fait des projets différents. Donc là, ce que je vous mets en exemple, c'est des choses qu'on ne voit pas encore et qui, pour certaines, seraient possibles, d'autres pas. Donc typiquement, là, on voit les incidents de la police. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des villes américaines, toute intervention de la police est loguée et la plupart du temps mise en open data, j'irai à J+1. Donc, ville de Chicago, là, c'est Town of Cary, c'est en Caroline du Nord, à nos clients, à J+1. Tout est catégorisé. On sait où est-ce qu'il y a eu une intervention de la police, à tel endroit, quelle était la nature, intervention pour, je sais pas quoi, trafic de drogue, est-ce que ça donnait lieu à arrestation ou pas, etc., etc. Donc, ça, on n'a pas. Voilà, ça, pourtant, les données existent. Typiquement, ce genre de données existent ou existeraient en France. Elles sont demandées d'ailleurs par pas mal d'élus locaux qui aimeraient bien avoir cette information, mais on va dire au niveau des. C'est pas la façon dont on gère la transparence sur la sécurité. Voilà, en France, voilà, on pense ce qu'on veut, mais en tout cas, on voit des différences notables et on peut se dire que peut-être c'est quelque chose qui existera. Alors, il faut savoir que ces données sur les incidents, enfin, c'est pas des incidents dans l'intervention de la police, hein, ce qu'apprécie, hein, c'est des incidents, mais même si les autres existent aussi, c'est utile pour deux choses. Hein. Les Américains sont très, très, par exemple, euh, c'est vraiment un open data communautaire, au sens, c'est la communauté, au sens, les entreprises, les citoyens doivent avoir accès à ça. Pour eux, c'est pas pensable qu'ils n'aient pas accès à ça. Donc, de toute façon, cette donnée, elle est disponible. Puis, il y a un deuxième aspect, c'est que ça se retrouve, voilà, si vous visitez une maison pour l'acheter, la louer ou la vendre, bah, toutes ces informations-là, vous allez sur le site seloger.com version US, vous avez le score, enfin, les statistiques. Voilà. Après, ça peut avoir des effets pervers parce que ça peut renforcer finalement des biais qui existent, mais voilà, ça c'est dans les choses. Sous un autre angle, hein, puisque j'ai rajouté alors Johnson Johnson, peut-être que maintenant tout le monde connaît, je sais pas, bon, c'est un laboratoire pharmaceutique, un gros labo. Il faut savoir que c'est un des seuls labos au monde qui met à disposition quasiment, alors c'est sur demande, mais c'est open, enfin il y a pas c'est pas genre à la tête du client, hein, il suffit juste d'avoir un projet derrière, quoi. Les données des essais cliniques de tous ces médicaments passés. Hein, donc c'est ouvert sur le monde de la recherche. Alors c'est pas des données vraiment accessibles pour le commun des mortels. Enfin, c'est pas simple à comprendre. Mais et ça c'est voilà, c'est une démarche. On commence à avoir des grandes entreprises qui se projettent là-dessus, qui savent qu'elles abandonnent un peu de savoir à la concurrence, mais qui en font un élément de compétitivité. Il y a une logique, oui. Alors évidemment un discours sur la science, etc. Mais ce qui est réel, hein, parce que c'est pas neutre. Mais c'est une façon de dire aussi, voilà, bah, si on ouvre ces données-là, finalement elles sont un peu uniques. Qui va venir les utiliser? Ben, sans doute les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs, les meilleurs innovateurs, les meilleures entreprises innovantes. Et cet écosystème, finalement, il va venir travailler avec nous. Et grâce à notre data qui a une valeur et qui a un pouvoir d'attractivité. En tout cas, c'est comme ça que c'est raconté. Hein. Après, mais c'est réel, quoi. Il suffit d'aller voir, on trouve les données. Donc, c'est fait souvent en partenariat avec des universités. Donc, des fois, on a des images un petit peu, voilà, manichéennes des mondes, entreprises, publics, etc. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il faut les regarder un peu. Et souvent, c'est ceux qui en parlent le moins, entre guillemets, qui font le plus. Hein. On a d'autres entreprises, y compris françaises, hein, qui aiment bien faire cocorico. On est une entreprise citoyenne investie, et on partage notre. Puis on n'a toujours pas vu un seul bout de data. Donc faire attention des fois. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui existent. Et puis, bah, peut-être vous, dans les projets dans lesquels vous serez investi ou vous êtes déjà, ça peut être des choses que vous pouvez porter si vous le sentez. Autre exemple, après je vais aller un peu plus vite, hein, voilà, sont les données des risques, hein, donc les séismes à Mexico, évidemment, mais c'est extrêmement précis. Hein, vous savez, ça permet en cas de gestion de crise, hein, ça c'est des choses qu'on n'a pas hein, typiquement en France. Hein, ou très difficile à voir, pas de manière unifiée, donc c'est préjudiciable. Hein, pourtant, ça serait possible. Donc là, c'est plutôt des crises liées aux accidents naturels. On a quand même de plus en plus aussi en Europe avec le changement climatique. On a des crises pandémiques et on voit que on s'est bien rendu compte pendant la crise Covid ou au début que, et encore aujourd'hui, que un défaut de disponibilité immédiate et complète des données sur ce qui se passe, hein, mesure nombre de morts dans les EHPAD, etc. Enfin, on n'avait pas ça, quoi. Et c'est juste préjudiciable, quoi. Donc, les gens qui disent, oui, on verra plus tard. Non, on se prépare pour les moments où ça ira pas. Et c'est pas très compliqué à faire. Et c'est cette culture, j'irais un petit peu de l'information, de la connaissance et de la data qu'on essaie de véhiculer auprès de nos administrations. On leur dit, OK, c'est bien de faire la com, mais à un moment donné, il faut le préparer quand il n'y a pas de crise si possible, pour pas se dire le jour de la crise, ah bah merde, il va falloir qu'on fasse un hackathon pour régler les problèmes. Alors c'est bien de faire des hackathons, mais à un moment donné, on peut pas demander à la sphère civile, c'est aussi aux grandes organisations de lancer les choses et de créer cette infrastructure de data pour qu'on puisse évidemment s'en servir après.
Puis derrière, je note parce que c'est un sujet, voilà, on ne pourrait pas l'avoir typiquement en France parce que ça repose sur des déclarations et des statistiques d'appartenance à des groupes ethniques, voilà, mais typiquement, là, c'est Jersey City, vous êtes juste de l'autre côté de Manhattan, hein, une grande ville à côté de New York. Vous pouvez, l'open data, c'est un site qui vous permet d'avoir la liste des commerces catégorisés par appartenance déclarée, en tout cas, à une communauté du propriétaire. Communauté, voilà, tendance, je dirais, sexuelle, vous êtes LGBT, vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes indien, voilà, ça existe. Je voulais le partager avec vous. Encore une fois, c'est pas du tout un jugement ou quelque chose, mais c'est de voir que derrière les sujets de data, on retrouve se mettre en surface des questions de société, des questions culturelles, et que c'est pas quelque chose de totalement uniforme à l'échelle de la planète. Et puis il y a un autre aspect, pour le coup, j'ai rien à montrer, mais c'est qu'on présuppose aussi qu'il y a de la data partout. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas de data. C'est-à-dire que il n'y a pas de data parce que finalement la seule data qui existe, c'est quand on vient d'installer, pour la première fois un métro, un tramway qui est un peu connecté, mais c'est encore papier crayon, donc voilà, tout ce qu'on peut se raconter là, c'est bien, mais ça marche que dans un certain monde. Hein, plutôt pays développé, très connecté, on va dire, et c'est aussi à avoir en tête quand on parle de ces sujets-là. Voilà. Donc après, les nouveaux acteurs de l'open data, j'en ai cité quelques-uns et c'est évidemment pas exhaustif. Hein. Alors, je fais un peu la promotion pour nos clients parce que c'est autant les mettre en avant, mais il y en a d'autres. Hein. C'est juste pour montrer que le panel des gens qui essaient de passer un peu à un open data plus proactif, plus diversifié, il est large. Hein. Alors, j'ai pas remis beaucoup d'acteurs publics locaux parce qu'il y en a déjà plein. On peut voir quand même, par exemple, Zabal, c'est intéressant, c'est les acteurs, c'est toute la filière, donc c'est assez public quand même, agricole. Basque qui s'est regroupé. Donc, on voit que grâce à la donnée, leur sujet, c'est de mettre en visibilité leur offre. Hein, et que ça, c'est pas juste le 4x3 sur les piments d'Espelette dans le métro de Paris. C'est très sympa aussi, évidemment, mais c'est de montrer que voilà, c'est une agriculture raisonnée, des AOP, des AOC, des exploitations gérées d'une certaine manière. Donc, il y a beaucoup de data. C'est très intéressant. Et on voit que finalement, la donnée, c'est pas qu'un sujet de données sujet technique dans des serveurs ou des bases de données. C'est quelque chose qui donne à voir, qui rend visible et qui permet d'être au cœur d'un écosystème. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui est intéressé par le monde agricole ou agroalimentaire basque, va pouvoir se saisir de ça. Il y a des assureurs. Intéressant de voir aussi, là, j'ai mis la région Île-de-France, c'est assez notable dans les collectivités territoriales, c'est qu'ils ont essayé d'aller un cran plus loin, c'est de dire, OK, on partage la donnée, on s'en sert pour nous-mêmes. Il faut savoir que dans les statistiques, en général, d'un portail open data, 50% des utilisateurs sont des gens de l'organisation elle-même. On trouve plus de données sur sa propre organisation sur le portail open data. Et eux veulent développer des smart services. Donc, c'est assez ouvert aux entreprises. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise francilienne, vous pouvez, la région de France met à disposition sa plateforme si nécessaire pour aller partager vos données, pour aller créer, référencer des services destinés aux franciliens sur l'analyse du potentiel photovoltaïque des toitures, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça crée vraiment un écosystème, une plateforme numérique complète. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est dans l'approche des territoires, des régions qui vont vous expliquer qu'elles ont leur plan numérique à X années, qu'elles vont bâtir une super plateforme incroyable. Enfin, le plan quinquennal du numérique territoire, bon, c'est sympa, mais à la fin, le résultat est quand même rarement là. Là, c'est une approche beaucoup plus itérative, très inclusive finalement des acteurs locaux. Et en tout cas, ça produit des résultats. En 2 ans, il y a eu beaucoup plus de services créés sur cette initiative-là que s'il y avait eu une approche un peu très séquentielle, mode projet long terme, quoi. Les acteurs de l'assurance, et puis après, je vous ai cité d'autres acteurs, des acteurs de la mobilité. Intéressant de voir aussi que des gens qui ne savent pas trop encore comment se poser, mais qui disent il faut y aller, il faut savoir, il faut qu'on aille à la rencontre de notre public, entre guillemets, avec la data. Donc, vous voyez Michelin qui au-delà de fabriquer des pneus, a une grosse activité sur des capteurs, notamment dans le transport, les transports routiers ou même certains véhicules, qui tracent, et c'est des informations sur la qualité des routes, etc., et qui disent, c'est pas trop qui pourrait ou comment s'en servir, mais on va créer un portail, les gens vont s'inscrire, on va aller à leur rencontre, on a entre guillemets rien à leur vendre tout de suite, mais on va comprendre les usages, les gens vont s'en servir, on va tester ensemble, prototyper, et puis c'est probablement sur cette base-là qu'on va inventer des nouveaux services numériques, en tout cas de la mobilité de demain. Voilà. Donc je vais terminer un peu là-dessus pour ouvrir, pour montrer qu'on est vraiment qu'au début de quelque chose, et l'open data, c'est un moyen, c'est la façon, je dirais, un peu standard maintenant d'aller partager ces données auprès de son écosystème, sachant que dans certains cas, l'écosystème, il est interne. Quand vous êtes une entreprise, des fois de plusieurs dizaines, centaines de milliers de collaborateurs, l'open data, il peut être aussi déjà, je me souviens, d'un de nos premiers clients, c'était SNCF. Première démarche open data était tournée vers l'intérieur, c'était des hackathons
avec uniquement les collaborateurs et un collaboteur SNCF spécialiste de transport ferroviaire, des fois, il peut innover avec Excel, pas de problème, mais juste parce qu'il va avoir accès à des données auxquelles il n'avait pas accès avant. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais arrêter le partage d'écran pour peut-être vous voir si la caméra allumée. Et puis alors, je vais aller voir le champ des questions. Alors, on n'a pas vraiment de questions. Voilà. Ou les écouter ou les prendre à l'oral, évidemment. Après, je ne sais pas comment vous gérez. Levez la main, mais j'en ai peut-être une pour ouvrir le bal. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais voulu savoir si vous aviez déjà collaboré avec la mission Etalab et si oui, dans quel cadre précisément. Alors, la mission Etalab, c'est le terme, il n'y a rien de juridique dans tout ça, mais c'est un partenaire de longue date. D'abord, on a le même âge, on s'est créé, on se connaît très bien parce que sans le savoir, je dirais, la mission s'est créée et nous, on a créé notre entreprise à peu près au même moment. Donc, on a cheminé ensemble depuis longtemps. Donc, nous, ce qu'on fait, on est une entreprise, il y a d'autres acteurs. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de s'assurer qu'il y a une interopérabilité la plus importante possible entre nos plateformes. Donc typiquement, parce que la mission Etalab, la mission Etalab, c'est plein d'autres choses que l'open data. Donc c'est pour ça, en tout cas sur le champ open data, data.gouv.fr typiquement, on est assez complémentaires. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une mission surtout ils ont une double mission de référencer dans un catalogue national. Alors que c'est de rendre visible une offre globale. Donc ça c'est très utile. Il y a une marque, au moins les gens ça la connaissent. Il y a aussi une mission d'aller faire tout un travail que nous on fait pas pour le coup sur la partie projet juridique, aller faire sauter un certain nombre de verrous administratifs qui faisaient que l'open data n'était pas possible. Avant, c'était pas que les gens ne voulaient pas, mais parce que la loi n'avait pas été conçue pour. Donc ça, c'est un gros travail d'accompagnement qu'ils font auprès des administrations, plus de l'acculturation. Donc ça, c'est et donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que finalement, à chaque fois qu'une donnée est publiée sur le portail de la ville de Paris ou autre, elle soit automatiquement moissonnée, répercutée sur le catalogue. Donc oui, on est en échange permanent. Donc on collabore. On va dire qu'on n'a pas de on est très différents, chacun ses missions, et puis dans certains cas, typiquement, quand même des administrations centrales, les ministères, je prends par exemple le ministère de l'économie, a publié pendant longtemps ces données directement et uniquement sur Etalab, mais en fait c'était problématique parce que il y a tout un tas de fonctionnalités qui n'existe pas sur la plateforme Etalab et qui existe sur la nôtre. Donc, en fait, ils ont basculé sur notre plateforme et elle continue du coup à être référencée sur le portail Etalab, mais maintenant, et du coup, le ministère de l'économie peut proposer une animation un peu plus fine de ses propres données, une segmentation, une organisation plus précise que quand c'est mélangé dans toutes les données sur Etalab, de Etagouv. Donc, ça, c'est le type de discussion qu'on a régulièrement pour s'assurer qu'ensemble, ça fonctionne bien. Après, il y aura peut-être. Ok, merci beaucoup. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que nous, c'est pas vraiment une collaboration, mais on est comme tout le monde très consommateurs, nous et nos clients, consommateurs d'open data, comme je vous l'ai dit, et il y a des données qui sont publiées directement par les administrations via la mission Etalab, et donc nous, on va les consommer. Pour pas nommer tout à l'heure, je ne sais pas si j'en parlais, mais la base Sirène qui est publiée par l'INSEE, mais pas sur le portail Etalab, qui est la base des entreprises, création d'entreprise, c'est des données qu'on reprend et que nous on rediffuse à nos clients qui sont y compris les collectivités territoriales. Donc c'est ce côté, nous on voit vraiment l'open data, c'est un réseau de nœuds finalement. Nous on aide à créer des nœuds, Etalab en est un suivant, et tout ça interopère par des API et des liens de moissonnage. Donc ce qui fait que typiquement, mon client Corse par exemple, sur Open Data Corsica, il va avoir, il n'a pas forcément les compétences ou l'envie d'aller prendre le fichier des entreprises, le ramener à sa maille locale et le republier. Donc moi, c'est complètement automatique. Donc c'est dans ce genre de cas qu'on va travailler à ce qu'on interopère bien, comme n'importe quelle entreprise pourrait le faire. Mais en tout cas, c'est à ce que l'open data circule et qu'il n'y ait pas de perte d'information pour le coup. Alors je suis la question tout à l'heure sur l'authenticité ou en tout cas la confiance qu'on peut avoir dans la source. En tout cas, si on imagine que la source elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une source officielle, je veux pas que quand c'est republié sur le portail Corse ou Val-de-Loire, etc., la donnée soit dénaturée. Donc, on s'assure à ce que ce soit bien les mêmes données qui soient et toujours à jour. Au cas au même niveau de fraîcheur que la source officielle. On a une question dans le chat sur le ou les langages de programmation privilégiés au sein de Open Data Soft et au-delà. Et votre vision à ce sujet dans l'avenir.
Voilà, carrément. Alors, au-delà et dans l'avenir, bon, je vais peut-être en dire deux, mais alors, en ce qui nous concerne, nous, le langage qui est principalement utilisé, c'est Python, on va dire, autour d'infrastructures de stockage et d'indexation de données type élastique. Hein, voilà, donc c'est ça les briques technologiques principales. Hein, après pour la partie visualisation, on a utilisé on a développé aussi toute une couche de composants réutilisables pour pouvoir justement fabriquer des dashboards assez simplement par nos clients. Donc là, on a tourné pendant longtemps avec Angular et on va passer là, on est en train de tout passer vers React. Donc après, voilà, en fait, on va avoir des langages de programmation qui peuvent varier un petit peu ou des composants un petit peu différents selon les couches. Après, nous, la logique, c'est qu'on ait une solution en SaaS. Donc, tous nos clients, nos 300 clients et les 700 portails qui sont payés avec notre solution dans les 20 pays en 11 langues. Donc, ça, c'est des choses c'est une seule solution. C'est-à-dire que nous, c'est pas pour ça, on est assez fiers d'avoir fait ça, c'est voilà, que ça soit des entreprises, tout le monde tourne sur le même code logiciel au même moment et vraiment en pur modèle software as a service sur des infrastructures cloud qu'on choisit nous et que nos clients d'ailleurs peuvent éventuellement sélectionner en fonction de leur sensibilité sur les sujets de data et après on fait évoluer ces différentes couches, je dirais, de la plateforme sous forme avec des composants qui interopèrent bien via une organisation et des squads qui sont un peu dédiés effectivement avec des compétences plutôt front-end ou back-end selon les cas. Après sur l'avenir, je suis pas forcément très bien placé pour dire quoi que ce soit là-dessus. En vrai, c'est pas que je voudrais pas, mais je me sens pas trop compétent pour dire l'avenir des langages de programmation au futur. Après, ce qui est certain, c'est que ce qu'on constate, c'est que il y a de plus en plus, en tout cas dans les usages qui sont faits, des composants, j'ai envie de dire, c'est un terme un peu marketing, mais on parle souvent de low code, no code. Alors c'est jamais, ça peut être le no code, c'est en tout cas de beaucoup de frameworks, on va dire, qui permettent à des gens d'aller se brancher naturellement sur. Nous, on va essayer de proposer les interfaces les plus interopérables possibles, que ce soit des API ou des formats standards, et après les gens vont utiliser des frameworks existants. Voilà, donc et aller coder des choses pour qu'à la fin ça fasse une solution, mais avec beaucoup de briques déjà un peu pré-industrialisées, on va dire. Voilà, donc ça peut être des environnements de traitement big data. Typiquement, nous, on va plutôt travailler l'interopérabilité, on va avoir des connecteurs sur des environnements big data type GCP, AWS ou autre, Snowflake, c'est ça le sujet, pour aller injecter ou récupérer de la donnée, là où elles sont stockées en masse, et puis on va avoir de la même manière on va essayer d'exposer des formats de données, soit dans des formats, dans différents standards, hein, ça peut être JSON, GeoJSON, des formats OData si on est plutôt dans l'environnement Microsoft, parce que après la réalité, c'est nous d'aller au plus près de ce qu'utilisent en masse les gens au quotidien, quoi. Si on est dans les entreprises, donc on va plutôt aller regarder quelles sont les solutions les plus déployées dans les entreprises, les plus utilisées, y compris sur les futurs langages de programmation plateforme, et d'essayer d'assurer l'interopérabilité entre les datas telles qu'on va les exposer et puis là où elles vont être réutilisées, quoi. Autre question sur le passage d'Angular à React, pourquoi? Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Il faudrait que mon directeur technique soit là. Non, mais alors nous, clairement, on avait des questions aussi de support, hein, typiquement. Il y a des questions de support de version, hein, qui amènent aussi à évoluer là-dessus. Et puis après, en termes de ce qu'on cherchait à faire, voilà, on a surtout constaté que nos clients, parce que cette bibliothèque de composants visuels, nous, on l'aime. Voilà, elle est en open source. C'est pas tant parce qu'on a un modèle open source qu'on veut pas contraindre nos clients à faire ce qu'ils veulent avec. Et on voyait plutôt ce move en train de se faire, hein, dans les compétences ou dans les attentes de nos clients, qui faisaient dans toute la partie storytelling, data storytelling. Donc on a fait ce move aussi dans cette direction-là pour ça. Après, sur les questions strictement techniques, je ne saurais pas vous répondre. Ou je vais répondre, mais je vais dire des bêtises. Merci Jean-Marc. Je vois pas d'autres questions. Il me semble que tu m'avais dit que tu devais partir à 14h30. On a simplement dépassé l'heure. Ouais, c'était un peu ma butée, mais c'est bien. Je m'étais quand même donné un petit quart d'heure de marge, mais c'est super. Pour moi, en tout cas, on est dans les temps, donc c'est encore une ou deux questions, on peut les prendre. Et sinon, de toute façon, aujourd'hui, vous savez me trouver, entre guillemets, hein, c'est assez facile
soit par la school, soit par évidemment les réseaux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après ou des choses que vous n'ayez pas forcément posées devant tout le monde. Je serai à votre disposition si je peux répondre ou pour vous retrouver la personne pour vous répondre en tout cas. Super. Encore un grand merci Jean-Marc d'être venu présenter tout ça. Un grand merci à Daphné aussi d'avoir fait le relais des différents liens sur le chat. Et puis, on reste en contact et au plaisir de recollaborer et peut-être d'échanger avec les élèves sur tous ces sujets. Oui, c'est sûr, hein, comme vous l'avez vu, les sujets, ça peut nous emmener dans des discussions très, je dirais, société comme très techniques. Hein, donc, nous, après, on pourra, moi, je pourrais router ou peut-être dans le futur organiser des sessions plus sur un sujet que sur un autre, plus technique que d'autres. Hein, aucun problème. J'aurai des collègues ravis de venir partager d'autres aspects de la question avec vous. Hein, donc, on s'en reparle quand vous souhaitez. Et merci beaucoup Esther pour cette opportunité et Daphné pour l'assistance. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon, bah, bon après-midi à tous. Hein, et puis au plaisir de se recroiser. Alors. Merci. Merci Jean-Marc, au revoir. Au revoir. Merci.